Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. De nombreuses émissions, que ce soit sur le web ou alors sur les médias, vous l'avez remarqué, utilisent les slogans tels que l'heure de la vérité ou alors l'actu du vrai. Alors il faut comprendre que cette utilisation est faite évidemment pour vendre un produit, en l'occurrence de l'information, oui, mais surtout la doxa de l'État. Ici, dans La France Libre, une émission proposée par le CNTF-CH, nous n'avons rien à vendre déjà pour commencer, mais tout à partager. Paix et liberté en un seul mot, démocratie est notre seul adage. Voilà, le décor étant planté, eh bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de votre présence. La France Libre avec Bruno, avec Philippe, avec Jean-Pierre et vous-même, messieurs, dames, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors je vais commencer par prendre la parole. Je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire, Sylvain, parce que sur les médias mainstream, il y a une émission qui porte bien son nom, La Fabrique du mensonge. Et je pense qu'ils n'ont jamais été aussi hypocrites que ça en créant ce nom pour cette émission. Alors sinon, je vais penser par rapport à la télévision à deux personnes. Je vais avoir une pensée émue et agréable et aimable, je dirais, pour deux personnes qui malheureusement nous ont quittés il n'y a pas très longtemps. Le temps passe vite. Il s'agit des frères Bogdanov. Les frères Bogdanov qui avaient créé cette émission Temps X. Et je pense que les frères Bogdanov, s'ils étaient encore là, seraient vraiment contents de voir quelqu'un comme Elon Musk qui a créé SpaceX, et qui a transformé le réseau Twitter en réseau X. Je pense qu'il n'y a pas de hasard entre les deux. Alors, je vais parler quand même d'Elon Musk et de Donald Trump, parce que il y a quelques jours, Idriss Aberkan a fait une émission qui a duré 1 heure, où il a invité le professeur Raoult. Et le professeur Raoult et lui ont annoncé que Elon Musk et Robert Kennedy viennent de lancer une plainte contre Fauci. Fauci, qui est l'équivalent d'Olivier Véran, Olivier Véreux, comme on l'appelait, nous, par rapport à Covid. Et donc, il va y avoir des gros problèmes pour les gens qui ont soutenu tout ce système de fausses vaccinations, etc. Et à la fin de cette émission, j'ai eu la bonne surprise de voir le professeur Raoult et Idriss Aberkan parler du tirage au sort dans la Grèce antique, dans l'Athènes antique, en disant que c'était le meilleur moyen d'éviter toute forme de corruption. Et donc, je pense que ce que nous disons depuis si longtemps au Conseil national de transition français Canal historique, eh bien, ça porte ses fruits parce que on nous écoute, on nous entend. Autre chose que je voulais rajouter, toujours dans le sens des économies et du gaspillage qui se fait actuellement donc au niveau du budget français, des économies qu'il faut faire. J'ai eu aussi une vidéo émise par contribuables associés qui dénonce les rémunérations des simples employés du Sénat et de l'Assemblée nationale. Alors tenez-vous bien, une simple secrétaire, quand elle est embauchée au Sénat ou à l'Assemblée nationale, touche 4 570 € par mois. En fin de carrière, elle arrive à 7 400. Un administrateur au Sénat et à l'Assemblée nationale démarre autour de 7 000 et il termine en fin de carrière à 13 700 € par mois. Alors c'est vrai que c'est des bonnes places que ces gens-là n'ont pas envie de perdre. À bon entendeur, surtout les gens qui gagnent le SMIC pour travailler comme des dingues et qui vivent dans leur voiture. Voilà ce que je voulais dire concernant encore une fois les gaspillages et la gabegie de l'oligarchie qui veut prétendre nous gouverner. Juste avant de redistribuer la parole, je voudrais dire ceci, il y a un animateur dont il faut, enfin un journaliste dont il faut se méfier tout de même. Ce monsieur s'appelle Pascal Praud avec un double discours. D'ailleurs, l'émission va être renommée L'heure des proutes. C'est à vous les amis. Alors, effectivement, par rapport à tout ce que vient de dire Bruno, notamment sur la rémunération de ces messieurs, je dirais qu'on passe de la rémunération justement à l'achat. C'est-à-dire à partir de quel moment je ne suis plus rémunéré, mais où je suis acheté en tant qu'être humain. Et qu'est-ce qu'on achète en moi? Est-ce que c'est mon intelligence, mon côté brillant? Non, non. On achète mon silence et on achète ma complicité. Voilà ce qui se passerait si moi j'acceptais d'être payé 13 000 €, pardon, pour faire pas grand-chose, etc. Je me dirais, il y a anguille sous roche, il y a toujours anguille sous roche. Donc évidemment, la solution, ça consiste à se faire à devenir corrompu au maximum et d'en demander encore plus que ce qu'on nous en donne. Donc c'est la règle de toujours plus entre ces messieurs.
qui s'augmentent régulièrement les uns les autres financièrement d'ailleurs. Hein, ça, on est même au courant, bien sûr. Hein, on est au courant. Bah oui, vous comprenez, ils ont des gros soucis, ils ont beaucoup de travail et quelquefois ils passent la nuit à l'Assemblée nationale. Figurez-vous, nous, ça nous arrive jamais de passer la nuit à l'Assemblée nationale, mais ça nous arrive de passer du temps dans notre travail et on n'est pas rémunéré à ces hauteurs. Donc on n'est plus dans les niveaux de rémunération, mais on est dans des niveaux de corruption tout simplement. Voilà ce que nous disons au sein du CNTFCH, qui n'est qu'une porte ouverte. On enfonce une porte ouverte évidemment, mais c'est bien de rappeler les choses de temps en temps. Alors je ne sais pas ce qui fait dire à Sylvain en particulier. On pourrait lui demander qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas Monsieur Pro n'est pas son copain. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir une précision là-dessus? Parce qu'on entend un double discours de sa part, c'est-à-dire une fois il s'interroge sur le phénomène Covid, sur la pandémie, et puis la fois d'après, celui-ci est plus ou moins en train d'approuver. Donc, enfin voilà, on va dire que cette personne est un centriste. Il ne prend pas réellement de décision. Il est comme Monsieur Bayrou, il est au milieu. Et Je crois, un double langage. Je crois, Sylvain, que surtout, il doit recevoir un certain nombre de pressions, notamment de l'ARCOM, qui est un organisme absolument dictatorial qui n'existe dans aucun autre pays, de l'ARCOM qui, à chaque parole un petit peu de travers qui va dans le sens de ce qu'on appelle le complotisme, doit lui taper sur les doigts et éventuellement même demander à la chaîne de verser une amende. Donc, il faut bien comprendre qu'il est sur un siège éjectable. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il pense. C'est vrai que des fois, il change d'avis, mais il faut toujours penser à ça parce que une chaîne comme CNews, il suffit de voir C8 avec Hanouna, ce qu'on est en train de leur faire. Je rappelle quand même qu'il y a plus de 800 000 personnes déjà qui ont signé la pétition pour ne pas supprimer C8. Alors C8, NRJ12, la 16 également, là où professe Monsieur Pascal Pro, sont sur des sièges éjectables. Oui, alors sous la double pression de l'ARCOM que tu as cité à l'instant, et à juste titre, et de leur employeur, qui leur dit voilà le chemin sur lequel il faut que tu marches sur la pointe des pieds pour ne pas tomber dans le grand bassin, quoi. Hein. Donc ça, c'est l'exercice de style de gens comme Monsieur Pro, mais il n'est pas tout seul hein, en la matière. Hein, et il y en a d'autres. Hein. Ils sont même tous tenus à ce cahier des charges très précis. Sur certaines radios que je ne citerai pas, que je ne citerai plus en tout cas, on sent très nettement que le mot d'ordre, c'est rire. Ah bon? Bah oui, il faut rire. Tout le monde rit. Alors, il rit à tort à travers, alors, il rit sans raison. Ça me fait penser à ce film Les Visiteurs du Soir, un film de Marcel Carné de 1943. Pardon pour les références, mais c'est comme ça. Dans laquelle on voit le diable, qui est représenté par un comédien, évidemment, et qui demande à l'assemblée des gens, et ça se passe au Moyen-Âge, qui est en train de manger, de faire ripaille sur une grande table, et tout le monde rit. Tout le monde rit après une de ces réflexions qui n'était pas spécialement drôle, et il dit, vous riez, mais vous ne savez pas pourquoi vous riez, mais peut-être que vous riez parce que vous pressentez qu'il va se passer ici des choses extraordinairement graves. Je me souviens très bien de ce texte, ça m'avait marqué, j'étais enfant. Et donc, ça veut dire quoi? C'est que quand on rit trop fort, ça cache quelque chose de pas naturel. Et là, on est exactement dans ce contexte. C'est pas naturel. Ces gens rient parce qu'ils rient à la commande, comme on dit. Hein. Ils sont payés pour rire. On n'entend plus tout ce qu'ils disent. Mais c'est pas du tout important d'écouter ce qu'ils disent parce que eux-mêmes n'ont pas forcément envie de le lire. Et du côté de leur patronat, on leur demande juste de faire des voix, d'être en bonne humeur, de faire du buzz, de faire en sorte que les gens aient envie d'écouter, de bien rigoler avec eux, mais surtout pas de leur envoyer une quelconque information réelle, quoi. Donc ça, c'est des choses qu'on peut constater. Pire que ça, sur la même radio, il y avait une émission ce dimanche sur comment dirais-je la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc vous savez qu'elle va être qu'elle a été restaurée et qu'elle va être réinstaurée dans ses anciens apparats à partir du 8, je crois, décembre, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, et par Monsieur Macron qui va être présent, Deus ex machina de toute cette aventure. Voilà. Et ce monsieur qui a été reçu par un journaliste, ben lui, il avait écrit un livre, figurez-vous, sur Notre-Dame de Paris et ce qui s'est passé depuis les 5 dernières années. Là. Et bien lui, il trouvait que tout était naturel, tout allait bien, que l'incendie, c'était pas de chance, que c'était probablement un mégot de cigarette, etc., etc. Qui croit encore aujourd'hui que c'est un mégot de cigarette qui a pu mettre le feu à Notre-Dame? Personne. À part lui, le journaliste qui l'interrogeait et qui avait l'air tout à fait convaincu de ce que lui disait son interlocuteur. Ça, c'est plus de la manipulation, là. C'est autre chose. C'est le fait de dire nous sommes dans un mode panique, nous avons besoin de calmer le jeu. S'il vous plaît, croyez au moins 5 minutes ce que je vais vous dire, parce que pendant ces 5 minutes, ça va me laisser le temps de la fuite.
Voilà. Et le temps de la fuite, c'est un petit peu ce que je récupère également du côté des États-Unis d'Amérique, parce qu'il y a un certain nombre de personnels, qu'ils soient de sociétés privées ou publiques, qui ont décidé de fuir. De fuir parce que M. Trump était aux commandes. Et je pense à des acteurs qui s'en cachent pas. Hein. Je pense à un M. Richard Gere qui a demandé, non pas l'asile politique, faut pas exagérer, mais qui a demandé un passeport à l'Espagne pour venir vivre en Europe. L'Europe qui semble le dernier bastion, le dernier donjon de cette de cette démocratie, des fausses démocraties d'ailleurs, américaine et qui est en train de se défausser. Voilà. Donc J'ai un mot parfait. Démogarchie. démogarchie, ouais. Mais ne vous inquiétez pas, Macron, toute sa bande, toute l'oligarchie qui est derrière, ils ont déjà un plan qui est prévu pour évacuer le pays si jamais ça tourne mal pour eux. Et il y a une expression française qui va très très bien pour les journalistes qui se gossent actuellement. Ils sont en train de rire jaune. Alors, il Et oui, parce que... Oui. Bah oui, vas-y. Non, vas-y, rire jaune. Je m'attends à tout, là. Vas-y. Ah, et oui, parce que je laisse à Sylvain nous dire quel est le sujet de ce soir, parce que c'est justement ce qui est en train de se passer. Bien justement, nous sommes en train de nous demander, nous allons nous poser la question, que va-t-il se passer lorsque les masques tomberont? Voilà, je crois que il n'est pas la peine d'en dire plus. Nous allons développer. Alors les masques, alors effectivement pas les masques. Non, pas les FFP2, ceux-là ils sont déjà tombés. On les a fait tomber. Je sais pas quoi, ouais, ceux-là ils sont définitivement. Il y a encore des gens qui les portent. Il y a encore des moutons qui continuent et qui les portent. J'en croise quelques-uns des fois dans les rues. C'est pas des retardataires, c'est des précurseurs. C'est-à-dire ceux qui ont entendu que la prochaine pandémie c'était pour bientôt, donc ils se protègent. Voilà, c'est des précurseurs. Ceux-là, ce qu'on voit encore. Non, je plaisante, mais bon, c'est pas de ces masques-là qu'on veut parler évidemment, mais c'est des masques que portent tous ces politiciens. Et quand je dis des masques, c'est physique, hein, c'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qu'on voit apparaître d'une certaine façon sous un jour, et puis quelques journées plus tard, on s'aperçoit qu'il n'a pas les yeux tout à fait à la même hauteur, ou alors qu'il y a un petit défaut physique. Ce que remarquent très bien les dames, d'ailleurs, beaucoup mieux que les messieurs, elles ont l'œil plus exercé. Et elle dit, tiens, c'est bizarre, il n'avait pas cette ride la dernière fois. Bah oui, mais je veux dire, le fait de gérer un pays, ça crée des soucis. Donc, ça fait des rides. Oui, mais à ce point-là, quand même, c'est bizarre. Hein. Bon, effectivement. Donc, il y a des choses. Et puis, on voit sur le coup, on voit des raccords qui se font mal. Et il y a des gens qui sont numériquement capables de vous montrer l'endroit où le raccord du masque se fait et se fait mal. C'est un masque en caoutchouc, comme dans Fantomas, hein, vous vous souvenez du film Fantomas? Eh bien, c'est pareil, ils portent des masques de la même façon. Alors, quel est l'intérêt de porter des masques? Ben, évidemment, c'est de diffuser ce nombre de porteurs de masques, d'avoir le don d'ubiquité, c'est-à-dire de se trouver aussi bien en Arkansas que je sais pas en Europe, par exemple, hein, à deux endroits différents au même moment. Donc, évidemment, avec une foule de témoins qui sont prêts à jurer qu'ils ont vu Monsieur Trump, par exemple, ou Madame Kamala Harris, hein, puisqu'elle aussi, elle était coutumière du fait de porter un masque. Alors ces gens se protègent en fait aussi, hein, parce que l'homme qui a été blessé à l'oreille, qui s'appelait Donald Trump, est-il bien l'original ou est-ce une copie? Alors effectivement, il semblerait qu'on ait eu affaire à l'original. Je dirais même presque que ça a été une marque. Ça a été une marque qu'il leur a été difficile de reproduire avec un masque. Donc c'est grâce à ce marquage à l'oreille, on peut dire si c'est lui ou si c'est pas lui. En tout cas, les yeux bien exercés. Alors, toujours est-il qu'on ne devrait pas avoir à se poser ce genre de questions. Qui porte un masque, qui n'en porte pas. Or, on sait pertinemment que ce soit Monsieur Macron, que ce soit Madame, je l'ai cité, Kamala Harris, que ce soit Monsieur Biden, que ce soit Elon Musk, que ce soit Monsieur Trump, non, Monsieur Macron, je l'ai dit, et Monsieur Poutine aussi, hein, qui a des airs un peu différents selon qu'on est avant ou après l'an 2010. Il serait passé des choses. Bon, voilà. Donc, il porterait un masque ou il serait carrément un nouvel individu, ce qui est tout à fait possible. Donc voilà, donc on est dans un jeu de faux semblants, dans un jeu de mascarade. Vous savez, quand on allait au bal masqué à Venise, c'était des masques vénitiens qui sont superbes, que je vous recommande, qui sont très beaux à voir, et qui servaient justement à aller au bal sans se faire reconnaître. Ben là, ils vont au bal sans se faire reconnaître, et c'est exactement la même technique qu'à l'époque de Venise ou au Moyen-Âge. Alors au Moyen-Âge, on portait des masques pour Mardi Gras. La fête de Mardi Gras, c'était la fête où on avait le droit de se déguiser, de se faire passer pour un autre. Philippe, Oui.
je t'interromps 2 secondes parce que Oui. tu viens de parler de Venise et il se trouve justement que dans l'émission qu'a fait Idriss Aberkane avec le professeur Laraoult, on parle non seulement de la Grèce antique en parlant du tirage au sort, on parle aussi de ce qui a fait le succès à l'époque de la République de Venise, où en plus du carnaval, il y avait le fait que le tirage au sort existait dans le système politique à la Oui. République de Venise. Oui, alors l'élection du Doge de Venise, c'est quelque chose d'assez technique. Hein. C'est une élection, alors comment dirais-je, universelle comme on pourrait le croire, mais très indirecte, hein, très indirecte. Hein. Donc ça se termine par des nominations. Je me suis fait faire la même réflexion. Qui a inventé le suffrage universel en France? Je me grattais la tête. Je me disais, ça date de quand? La Révolution française. Après la Révolution française, et c'est Bonaparte, tout simplement Bonaparte qui a inventé le suffrage universel, mais suffrage universel indirect et complété de nomination. Voilà, donc on n'était pas dans un suffrage universel direct comme aujourd'hui nous élisons le président de la République de façon directe. Ça, c'est très bien. Ça a été la grande modification de la Constitution de 1958 avec le général de Gaulle. Néanmoins, ça n'a pas pour autant envoyé tout le monde dans la vraie démocratie, qui consiste à ne pas avoir de représentation politique impossible et qui consiste également à utiliser sans modération le tirage au sort pour limiter, voire même supprimer toute forme de corruption, tout simplement. Hein, voilà. Donc voilà. Donc les masques de Venise. Venise, c'est effectivement une république, la République de Venise, sur laquelle on a pris, les révolutionnaires français ont pris exemple en 1790, mais qu'ils ne voulaient pas de la République parce qu'ils disaient que ça marchait très bien à Venise dans un petit enclos, si je puis dire, mais ça marcherait jamais avec un grand pays comme la France. Et ils ont eu quand même la République. Et on a vu ce que ça a donné. Oui, Bruno. Tu voulais dire quelque chose, non? Non? Oui, bah, je voulais rajouter que, en fait, quand on regarde ce qui se passe actuellement dans la République française, on voit tous les défauts qui ressortent, toutes les erreurs, toutes les magouilles, tous les gaspillages et toutes les compromissions. Et c'est pas un hasard si on a entendu au moment des élections au mois de juin quelqu'un comme Florian Philippot parler du tirage au sort. Alors, lui, malheureusement, fait partie de l'oligarchie. Il n'a pas été encore assez loin dans l'idée de la vraie démocratie, mais les idées que nous préconisons, le programme que nous avons, la structure que nous avons préparée pour la transition, c'est quelque chose qui suit son petit bonhomme de chemin et qui rentre petit à petit dans les mentalités, même au plus haut niveau. Voilà, tout à fait. Donc pour aller vite sur les masques, à quoi ça sert? Bah, ça sert tout simplement à passer un message à tous ceux qui ont reconnu que les personnes qu'ils ont en face d'eux, soit à la télévision, soit sur leur ordinateur, eh bien, tout simplement, ce sont des personnes qui passent un message en disant les originaux sont cachés. Hein, voilà, c'est un peu comme ces copies de tableaux qu'on met au Louvre. L'original est stocké dans la cave ou je ne sais quoi. Alors, vous êtes en train de regarder une copie. Bon, bah, c'est exactement ce qu'ils nous disent. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que les originaux sont cachés? Bah, tout simplement pour se protéger des conséquences d'une attaque, qu'elle soit nucléaire ou autre, peu importe, une attaque qui pourrait cibler leur personne en tout cas, parce que je ne crois pas que M. Poutine ait vraiment affaire contre le peuple français, mais compte tenu des misères que lui font un certain nombre de militaires occidentaux, anglais, français et américains évidemment via l'OTAN, hein, qui sert de filtre. Eh bien, bien compte tenu de tout ça, il pourrait être tenté à un moment donné de frapper un grand coup, hein, parce que ça commence à bien faire de son côté, j'imagine. Donc, oui, mais je crois qu'il attend tout simplement, malgré toutes les gesticulations et les menaces et les missiles envoyés par Biden, je crois que Poutine, il n'est pas dupe et il attend tranquillement que Donald Trump prenne le pouvoir. Il est dupe de rien, évidemment, et il sait les choses avant nous, et peut-être même avant même les Américains, j'en sais rien, parce que je crois que le renseignement russe a toujours été connu pour son efficacité. Donc il sait bien sûr qu'il sait tout. Après, c'est comment est-ce qu'il fait pour gérer? Comment décide-t-il de réagir? Est-ce qu'il vit sous la pression également de la population qui pourrait le pousser à agir plus virilement?
Non, pour l'instant, effectivement, il attend l'arrivée de Monsieur Trump, qui est prévue pour le 20 janvier. Et en attendant, il met tout le monde en joue, quoi. Tout le monde, c'est-à-dire ceux qui seraient tentés de recommencer l'opération d'envoi d'un missile longue portée sur le territoire russe. Ceux-là, il les met en joue en leur disant le prochain coup, ça sera pas des balles à blanc. Je dis ça à bon escient, hein, puisqu'il a envoyé en riposte un missile intercontinental qui normalement transporte des armes nucléaires. Et là, celui-ci, il était creux. Mais par contre, les adversaires en face, ils ont bien compris que le prochain, il pourrait être plein, quoi. Voilà. Donc il y a un petit dialogue de fusée comme ça, qui est un dialogue très diplomatique. C'est un ballet très diplomatique en définitive, même si on peut dire que ça n'est pas diplomatique de considérer qu'il y a des Ukrainiens qui meurent à chaque heure qui passe, quoi. Pour rien du tout, d'autre que de satisfaire la cupidité d'un certain nombre de dirigeants internationaux qui ont fait des affaires avec l'Ukraine et qui se sont bien servis financièrement, et tous les milliards qui ont été attribués à un certain nombre de soi-disant armements pour l'Ukraine ont fini ailleurs que sur la ligne de front, hein, ces milliards-là. Donc voilà. Donc voilà pour la clôture, je dirais, du masque. S'il y a d'autres choses à dire sur la partie mascarade. Bah oui, on peut dire aussi que depuis que Trump a été élu, comme par hasard, même Zelensky commence à parler de paix. Euh, Tout simplement parce que ils sont bien en train de se rendre compte que les États-Unis vont se désengager complètement de toutes ces histoires de guerre et qu'il va bien falloir qu'ils arrivent à un compromis sans toujours se retourner vers les États-Unis. De même que les Allemands, c'est pas un hasard si Scholz a téléphoné à Poutine. Tout simplement, le fait que Trump soit élu est en train de changer complètement toute la donne au niveau mondial. Donc là aussi, les masques commencent à tomber, et je pense même beaucoup plus vite que certains peuvent imaginer, hein. D'ailleurs, si Poutine a menacé donc de l'arme nucléaire, c'est surtout pour que les peuples occidentaux commencent à réagir vis-à-vis de leurs dirigeants qui sont non seulement stupides, incapables de gérer la dette, incapables de gérer leur pays, mais en plus de ça, tous reliés à leur grand maître, qui est donc Schwab et toute sa bande, et en Europe, von der Leyen, qui ne se gêne pas du tout pour humilier les Français et dans leur souveraineté qui a été bafouée depuis le viol de la Constitution en 2008. Oui, on a hérité d'un gouvernement de gens insignifiants au sens où ils ne sont pas capables de porter une action significative dans le cadre de leur mission de ministre. Donc ils sont insignifiants au sens de Nietzsche en allemand, hein. Et donc ce sont des personnes dont nous-mêmes nous ne sommes pas fiers, quoi. Je connais personne qui soit fier de ce qu'a fait tel ou tel à tel moment. Alors on parle de, comment s'appelle-t-il, le Premier ministre, j'ai oublié son nom. Il y a certains contempteurs pour dire qu'il fait du très bon travail, du bon travail. Oui, avec les manettes dont il dispose, c'est-à-dire très peu. De toute manière, les dés sont jetés. On n'a plus affaire qu'à des gens qui font de la figuration, qui font croire qu'ils réfléchissent, ou qui font croire qu'ils passent du temps à s'élire les uns les autres, ou qui font croire beaucoup de choses, mais qui n'ont plus aucun pouvoir, puisque la France a été clairement déclassée dans l'ordre de la diplomatie, justement, qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que son poids n'existe plus ou est très réduit dans la diplomatie internationale. Poutine n'appellera plus jamais monsieur Trump, ça me paraît évident. Tu veux, Monsieur Macron, oui. Monsieur Macron, pardonnez-moi, et Monsieur Trump, donc c'est ce que je voulais dire, n'appellera pas non plus Monsieur Macron. Donc Monsieur Macron est tout seul dans sa cour, en quelque sorte. Il a été renvoyé à sa place, en quelque sorte, tout seul dans la cour. Et moi, j'appelle Jean-Pierre, qui, du haut de son havre de paix, doit avoir son opinion sur les masques qui sont en train de tomber. Ah, Jean-Pierre. Merci de faire appel à moi. Pour moi, ils sont fissurés depuis bien longtemps, et ceux qui ont des yeux voient des masques fissurés qui vont effectivement finir par se craqueler et tomber. Tant mieux. Nous portons tous une apparence quelque part. Et c'est très lourd à porter, ça demande beaucoup d'énergie de faire semblant d'être ce que nous ne sommes pas.
Et mon rêve est que chacun soit ce qu'il est, d'arriver aussi à montrer moi-même ce que je suis en profondeur. Alors, le chemin n'est jamais terminé, hein. Si nous montrions toute notre profondeur et notre lumière, le monde serait très bien éclairé. Alors, je souhaite une bonne sérénité à chacun pour oser être la lumière qu'il est en profondeur. Merci d'avoir entendu. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre pour ta sagesse. Oui, bah effectivement, la lumière, c'est ce qui devrait nous attirer, comme le papillon est attiré par la lumière. Or, aujourd'hui, nous sommes dans le sombre, nous sommes dans le noir. Nous avons autour de nous des personnes qui ne sont pas elles-mêmes dans la lumière et qui prétendent nous guider, ce qui est tout à fait incompatible. Voilà. Donc la lumière, oui, bien sûr. Pour l'instant, nous sommes dans l'attente. Alors, on a cité la date du 8 décembre, date à laquelle normalement Notre-Dame de Paris devrait être réactivée, si je puis dire, dans l'entièreté de ces décorations, hein, quelque sorte. Il y a la fameuse flèche qui doit être rallumée. Bon, il y a un certain nombre de choses. On ne sait pas si ça va donner des lieux à des choses particulières et remarquables, et pas forcément souhaitées, pas forcément prévues. Donc, il peut y avoir des imprévus autour de cette manifestation. J'ajoute que le 8 décembre est une fête mariale et que cette date a depuis un siècle et demi maintenant une valeur particulière dans une ville comme celle de Lyon, qui justement avait pris l'habitude de fêter la fête mariale le 8 décembre, qui était donc une date convenue, hein, et à l'issue de laquelle les Lyonnais avaient pour habitude de mettre des lumières sur les fenêtres avec des bougies. Donc la bougie, c'est le symbole est fort, hein, c'est surtout dans la chrétienté, et répartie sur des bords de fenêtres. Une ville illuminée de cette façon, je peux vous assurer que c'est presque aussi beau qu'un feu d'artifice. C'est même plus beau qu'un feu d'artifice car c'est beaucoup moins éphémère. En plus. Donc tout ça mis bout à bout, cette lumière-là, ben au moins elle arrivait par l'intérieur, par les humains, et c'était bien. Et là, je me demande dans quelle noirceur va encore nous plonger Monsieur Macron en intervenant, alors non pas dans la cathédrale, puisqu'il n'en a finalement pas été question, mais devant la cathédrale. Voilà. Donc on fera le contre-feu, si je puis dire, le 8 décembre. J'espère que les Lyonnais se souviendront de cette fête, parce qu'elle a été un petit peu, même beaucoup galvaudée, elle a été marchandisée, si je puis dire, hein, c'est-à-dire qu'on fait venir des gens de toute l'Europe pour dire, tiens, il y a une fête dans telle ville, et là, ce sera plus des bougies, ce sera un feu d'artifice, ou bien ce sera des marchands du temple, ou bien, mais il y aura plus rien de relatif à Marie. Donc cette fête-là, elle avait un sens très précis, puisqu'elle était là à l'origine de l'origine pour remercier la Vierge, donc en l'occurrence d'avoir sauvé la ville de Lyon de la peste. Alors il y a plein de villes qui ont été sauvées de la peste, Lyon en a fait partie, tant mieux pour elle. Et donc cette histoire était là pour commémorer cet événement. Voilà, au XIIIe siècle, je crois. Philippe, il me vient une question par rapport à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Celle-ci va-t-elle réintégrer donc ses reliques, à savoir bien ce qui fait sa réputation, sa renommée. Donc il y a la couronne, il y a quand même pas mal de choses. Alors, si tu as des infos là-dessus, ça nous intéresse. Mais moi, je n'en ai pas particulièrement. Oui, a priori, on a tout récupéré, mais y compris les reliques. Alors, je sais qu'il y avait comment ça s'appelle, des vitraux, des vitraux dont le plomb qui leur sert de joint avait fondu avec la chaleur. Donc, est-ce que ce sont ces vitraux qui ont été l'objet des soins les plus attentifs? Oui, je pense, puisque ce sont les seuls qui ont été vraiment détériorés par le feu. Tout le reste a pu être sauvé, a priori. Hein. Donc voilà, de ce que je sais. Très bien. Je voudrais dire, oui, Bruno, je t'en prie. Juste une chose, c'est que là, on n'est pas en train de parler de religion, mais on est en train de parler de symboles. Et je pense que Notre-Dame, indépendamment de tout aspect religieux, c'est un monument qui est un peu le symbole le symbole sacré de la France, parce que Notre-Dame a vécu beaucoup de choses, beaucoup d'événements historiques immenses depuis 1000 ans, et indépendamment de tout aspect religieux, c'est un monument qui a un aspect sacré même pour les gens qui ne croient pas en un Dieu. Voilà. Bon, c'est même bien plus qu'un symbole, hein, puisqu'il y a de la littérature par rapport à Notre-Dame. Moi, je dirais que c'est un patrimoine français incontournable. Absolument.
Alors Philippe, tout à l'heure tu as parlé de Venise. Il faut savoir évidemment qu'à Venise, lorsque la fête est venue, on porte le masque pendant les festivités. Nous, eh bien, à la grande différence, nous allons assister à autre chose. Nous allons assister au bal des démasqués. Bah oui, le bal des vampires est à venir et ça, c'est pour dans pas longtemps. Merci à vous d'avoir suivi La France Libre. Prochaine émission avec le Conseil national de transition français Canal historique. Bien, ce sera d'ici 48 heures. En attendant, ben, nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci à vous, merci Bruno, merci Philippe, merci Jean-Pierre, merci à vous. Bonne soirée. À mercredi.